On a pu voir lors des consultations électorales récentes ou lors du référendum sur le Brexit combien la carte électorale coïncide souvent avec des fractures économiques et sociales qui se jouent au niveau des territoires. On ne vote pas de la même façon si l'on est à Londres ou dans le nord-est de l'Angleterre, à Madrid ou dans le sud de l'Espagne. Pour en parler, nous avons 3 invités. Denis McShane, ancien député et ministre britannique des Affaires européennes. Merci à vous. Eric Maurice, directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Schuman. Et Antonio Rodriguez, journaliste économique à l'AFP, originaire d'Espagne et plus précisément de la Galice. Et avec vous, nous accueillons Laurent Marchand, journaliste à Ouest France, spécialiste des questions européennes. Merci. 1, 2, 3. Oui, comme vous l'a dit Caroline Tortelier, la carte électorale un peu partout, que vous preniez les élections américaines avec le vote pour Donald Trump, que vous preniez le Brexit, que vous preniez le vote du Rassemblement national en France, que vous preniez le vote de Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand, un peu partout, les cartes électorales, depuis 5 bonnes années, nous disent la même chose. La fracture territoriale se retrouve dans les urnes pour des questions qui peuvent varier d'un pays à l'autre, mais qui manifestement reposent sur 2 étages, un étage urbain et la périphérie, comme on dit dans le débat français, et avec l'affirmation de forces populistes qui, elles, prospèrent justement d'un des 2 côtés de ce clivage. Alors, on va aborder 2 axes de questions aujourd'hui avec nos invités, à la fois le sens politique dans les différents pays, mais aussi le fait qu'on retrouve ce même clivage, bien que le fonctionnement de ces pays soit très différent. La France est très centralisée, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni, un peu plus que l'Allemagne, bien sûr, mais c'est différent. L'Espagne a d'autres particularités, et on va pouvoir faire un peu évoquer aussi cette dimension-là. Donc ça ne dépend pas uniquement de l'organisation du pouvoir et des compétences du pouvoir entre le centre et la périphérie, puisque ce phénomène se retrouve dans tous ces pays. Alors je commencerai par vous, Denis McShane, puisque l'actualité quand même a été fortement britannique ces dernières années, ces derniers mois, et ces toutes dernières semaines, puisque maintenant le Brexit semble une certitude. Le 31 janvier, les Britanniques vont partir. Le ressort territorial, c'est pas sûr. Le ressort territorial a été un ressort fondamental et du référendum et du vote récemment pour Boris Johnson, qui a permis à Johnson d'avoir une victoire assez nette et éclatante. Oui, un mot sur Brexit, bien sûr, parce qu'il y a encore, je crois, 16 aujourd'hui, donc oui, 15 jours que je reste citoyen européen, sauf que j'ai une mamie irlandaise, donc je vais récupérer un passeport irlandais et rester toujours au sein de l'Union européenne. Mais je dis simplement, tout ce qui va se passer le 31 janvier, on va cesser d'être membre signature du traité de l'Union européenne. Rien d'autre va changer. On va continuer avec le même règlement, le même accès, la même libre circulation des personnes, des biens, des services et le reste jusqu'à la fin de l'année. Et c'est à M. Boris Johnson de décider quelle espèce de Brexit il veut avoir cette année, parce que ça va encore perdurer 1 an de plus, 2 ans, 3 ans. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à négocier un accord sur le libre-échange des pommes. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays le plus pommier du monde. Et cette négociation sur l'accord de libre-échange entre Australie et Nouvelle-Zélande a commencé en 1921. Elle n'est pas encore terminée. Donc, le Brexit peut-être aura beaucoup plus long. Je ne sais pas si M. Johnson va expliquer à ces ultras, écoutez, on a quitté l'Europe. Bon, cassez-vous, pauvre con. Et on va pas
totalement, on ne peut pas imputer notre lien économique pour la richesse du pays. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est mon parti, le Parti travailliste, est hors de jeu. Les libéraux démocrates sont hors de jeu. Il n'y a pas d'opposition parlementaire. Sauf que le pays reste totalement divisé. Dans l'élection de décembre, M. Johnson a gagné beaucoup de sièges, mais avec pas grande part des voix. C'est notre système électoral, un peu comme M. Trump n'a pas eu une majorité des voix, mais grâce au système de l'Electoral College, il est devenu président. 44,6% ont voté pour M. Johnson, 50,2 ou 3% ont voté pour les partis anti-Brexit. Et un sondage normal de la semaine dernière a indiqué que la plupart des Britanniques veulent rester dans l'Union européenne. Donc j'annonce ça simplement pour dire que tout ce qui va arriver fin janvier, c'est simplement les joueurs vont aller sur le terrain, le match n'est pas encore même commencé et on ne sait pas le résultat final. Mais Laurent, vous avez parfaitement raison que c'est remarquable. On ne fait pas des études chez nous de la géographie politique, qui est un spécialisme de la France, je dois dire. C'est toujours fascinant. Une statistique que je cite avec mes amis outre-Manche, c'est une étude montrant que les voix pour Marine Le Pen en 2017 est en exact rapport avec la distance d'une station de la SNCF. Le plus loin, il faut aller une demi-heure, 40 minutes, 25, 30, 40 kilomètres, et les votes pour Marine Le Pen commencent à monter. Vous avez accès à le réseau territorial en France, plus près d'une station de chemin de gare, le chemin de fer, et vous avez tendance à voter Macron. Chez nous, c'est absolument extraordinaire à quel point des villes oubliées, sinistrées, anciens ports de pêche, anciennes villes liées à le charbon, liées à l'acier, et qui n'étaient pas reconvertis, ont voté tous d'abord Brexit, et puis ont voté même en rejetant leur député traditionnel du Parti travailliste, du Labour, le 12 décembre. Par contre, les cités, le Manchester, le Liverpool, surtout le Londres, le Newcastle, votent massivement en faveur de l'Europe. Les jeunes votent pour l'Europe, mais ils ne votent pas si nombreux que les âgés. Et il y a un grand problème avec cette idée d'extendre la durée de la vie. Peut-être il faut repenser ça un peu pour avoir des résultats électoraux chez nous un peu plus... Un âge pivot pour le vote. Si vous voulez. Après un certain moment, je crois à l'âge de 75 ans, il faut repasser le permis de conduire. Peut-être il faut repasser la citoyenneté, le droit d'avoir la vote. C'est un problème pour le président Trump. Mais par contre, on a aussi les fractures des nations ou des régions avec une forte identité. Je pense à l'Écosse, qui est aussi des villes sinistrées, aussi les anciennes villes de l'industrie, le 2 siècles de l'industrialisation, qui sont totalement perdus, mais ils ont tous voté massivement pour l'Europe et contre Boris Johnson. Mais évidemment, le 30, si on pense à l'année quand Francis Fukuyama a écrit son fameux bouquin « La fin de l'histoire » en 1991, je crois, ou peut-être 10. Ça, c'était le moment quand tout a changé, où il y avait une énorme fracture territoriale en Europe, parce qu'on était obligé correctement d'absorber tous ces pays qui, du point de vue économique, étaient des pays de tiers-monde, avec un revenu per habitant, la moitié de l'ouest de l'Europe. Et ça a pris un énorme effort, d'abord de la part des Allemands, et puis de la part de nous tous,
de faire monter, disons, le revenu d'un Polonais moyen à peut-être 70% de celle de la moyenne pour toute l'Union européenne. On va y venir justement. Pardon. Non, mais merci. On va y venir avec Éric Maurice de la Fondation Schuman, qui dirige le bureau de Bruxelles de la Fondation Schuman. Justement, c'est un phénomène beaucoup plus large que la France ou même le Brexit. On constate le poids politique du fossé territorial, à la fois dans d'autres pays et aussi à l'échelle de l'Europe. Oui, alors un des exemples qui est le plus connu en France, c'est la division, même si il faut beaucoup la nuancer, mais la division Est-Ouest au sein de l'Allemagne, entre la vieille République fédérale et l'ancienne République démocratique allemande. On a vu lors des dernières élections en Espagne au mois de novembre qu'il y avait ce concept d'Espagne vide, qui a été un des débats principaux de cette campagne électorale, c'est-à-dire toutes ces régions qui sont en gros entre Madrid et la Catalogne, ou entre Madrid et le nord et le sud de l'Espagne, toutes ces régions qui se dépeuplent et qui ont, comme vous l'avez mentionné, un déficit de services publics. Et on voit surtout dans beaucoup de pays à l'est de l'Union européenne une hémorragie démographique, avec des pays comme les pays baltes, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, qui perdent jusqu'à un tiers de leur population. La Croatie aussi, qui a depuis le 1er janvier la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil des ministres européens, et le Premier ministre croate a mis ce sujet de cet exode démographique au cœur de son programme pour les 6 mois à venir. Et ça se traduit que ce soit dans les vieilles démocraties centralisées comme la France ou le Royaume-Uni, que ce soit dans les démocraties un peu plus fédérales comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, que ce soit dans les anciens pays soumis au totalitarisme soviétique, on voit cette division entre ceux qui profitent de l'évolution économique, de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, et ceux qui sont en arrière, qui sont soit géographiquement un petit peu marginalisés, ou qui sont de régions post-industrielles, qui ont un déficit d'éducation. Et on voit ça non seulement au niveau national, mais on voit ça aussi au niveau local, avec la périphérie et les centres-villes. Quand on regarde un petit peu la carte démographique de l'Europe, on voit très bien, notamment, c'est intéressant, à l'est de l'Europe, les régions se vident, mais les villes principales, les capitales, augmentent leur population. C'est le cas en Hongrie, par exemple. Quasiment toutes les régions ont une baisse de population sur les 10-15 dernières années, sauf Budapest. On voit le même phénomène en Slovaquie, par exemple. Mais la concentration urbaine fait que les inégalités aussi peuvent être quasiment à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres entre les habitants de ces villes. Et donc aujourd'hui, le maillage de ces inégalités est en train de passer de régions entières à certaines parties de régions, périphérie-centre, voire au sein des centres urbains. Donc il y a un phénomène de polarisation urbaine, en fait, à différentes échelles. Oui. Et ça devient de plus en plus difficile de simplement dire c'est une région contre une autre, puisque les populations bougent beaucoup, la démographie aussi des populations, puisque c'est Roumains, ces Bulgares ou ces Baltes qui partaient principalement au Royaume-Uni, c'était plutôt les jeunes, donc il y a aussi un vieillissement de la population, avec un comportement électoral différent, évidemment, parce qu'ils ont un autre vécu, un autre rapport à cette modernisation, à cette mondialisation. Et donc, on a, par ces mouvements à la fois économiques et démographiques, une évolution de la carte électorale qui se traduit principalement, et ça on le voit dans tous les pays, par une remise en cause des équilibres politiques que l'on connaissait depuis plusieurs décennies. On a vu ça encore dernièrement en Espagne avec la coalition qui se met en place. Et on voit ça, on a vu la semaine dernière avec cette coalition inédite en Autriche entre le Parti conservateur et le Parti vert. Et c'est l'évolution qui est en ce moment en Allemagne, qui serait quand même quelque chose de fondamental dans le paysage politique européen, d'avoir à terme une coalition entre les chrétiens démocrates, donc plutôt âgés, plutôt conservateurs, avec une sociologie électorale qui est a priori bien équilibrée entre la ville et les campagnes, et puis les Verts qui sont un électorat jeune, urbain, progressiste. Et là, on voit bien que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une cartographie généralisée des comportements électoraux en Europe, quel que soit le pays. Antonio Rodriguez, en Espagne, a beaucoup parlé du mouvement
indépendantiste en Catalogne qui demeure, mais il y a aussi l'émergence d'une force d'extrême droite populiste, Vox, qui est partie d'Andalousie initialement et qui a fait une progression électorale très importante. Ça veut dire que ce même thème est aussi pertinent en Espagne, indépendamment de la question catalane? Oui, le thème a même été, comme vous l'avez dit, il y a l'Espagne qui se vide et il y a effectivement la fracture territoriale. Mais je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que ce sujet, il me passionne. Les fractures territoriales, c'est quelque chose qui me passionne. Peut-être parce que j'ai grandi en Suisse, qui est un pays fédéral, comme vous le savez, que je vis depuis de nombreuses années maintenant en France, qui est un pays centralisateur, et que je viens d'un pays, donc l'Espagne, qui a tour à tour essayé la voie fédérale et la voie centralisatrice et qui a toujours échoué dans ses tentatives. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on a une Espagne qui a un gouvernement, c'est quand même la grande information peut-être aussi avec le Brexit de ce mois de janvier, c'est que l'Espagne a enfin un gouvernement et c'est un gouvernement de coalition entre les socialistes et Podemos, donc un gouvernement de gauche, mais pour arriver au pouvoir et pour être constitué, ce gouvernement a eu besoin de soutien. Et c'est là où on voit la fracture politique de l'Espagne beaucoup plus forte que lors des précédentes élections. C'est vrai qu'on a beaucoup voté aussi ces dernières années, mais Sanchez, pour former son gouvernement, a eu besoin du soutien des nationalistes basques, il a eu besoin du soutien de l'élu nationaliste galicien qui a ravi de justesse son siège à la Corogne à Vox, à l'extrême droite. Il a eu besoin du soutien d'un député de la province de Teruel, dont vous avez parlé tout à l'heure. Teruel, c'est une petite province dépeuplée qui se trouve en Aragon, mais à mi-chemin aux frontières de la Catalogne et la Castille. Et ce monsieur, qui a fait sa campagne pour rappeler que Teruel existe, c'est 3 députés seulement pour Teruel, un socialiste, un conservateur, et maintenant ce monsieur de Teruel existe, et ben, il a apporté son soutien à Sanchez. Ça lui vaut d'ailleurs beaucoup d'ennuis, mais enfin, grâce à cette fracture, enfin derrière le Sanchez, il y a toute une fracture territoriale et des revendications qui s'expriment. Et en Espagne, quand même, depuis le premier gouvernement de coalition qui, de mémoire, remonte à 93, enfin, c'était pas vraiment une coalition, c'était Felipe González, lors de son dernier mandat, n'avait pas assez de députés pour avoir le soutien, donc il est allé chercher le soutien des nationalistes catalans. Aujourd'hui, ça peut faire sourire. Enfin, ce qui peut faire sourire, surtout, c'est 3 ans plus tard, José María Aznar, conservateur, a dit qu'il parlait catalan en petit comité, justement pour obtenir le soutien des nationalistes catalans. Et donc, aujourd'hui, pour gouverner l'Espagne, on a besoin du soutien des régions. Et tout ça se négocie, ce sont de longues négociations. Qu'est-ce qu'on vous accorde comme prérogative? Qu'est-ce qu'on vous donne? Par exemple, est-ce que le Pays Basque a une autonomie fiscale absolue? Le Pays Basque et la Navarre, contrairement aux autres régions espagnoles, prélèvent l'impôt sur le revenu. Et ensuite, ils donnent ce qu'on appelle un coupon à l'État central. Et le coupon à l'État central, c'est le fruit de semaines, de mois de négociations entre le gouvernement régional et le gouvernement national. Et donc, on a l'un des soucis qu'il y a eu avec la Catalogne, à l'origine de l'indépendantisme catalan, qui est passé de 11 à 15% en 2008 à pratiquement 50% aujourd'hui dans les urnes. L'un des grands soucis, mis à part la campagne anti-catalane de la droite conservatrice espagnole, qui a fait le fonds de commerce en attaquant les Catalans de front, l'autre grand souci, c'était que les Catalans voulaient, comme les Basques, prélever tous les impôts eux-mêmes et être notamment les autoroutes. Les péages sur les autoroutes, c'est l'État central en Espagne qui les gère. Et donc les Catalans voulaient, à partir de 2008, ils ont commencé à revendiquer ces prérogatives également. Et donc ça nous a donné lieu à une confrontation. Et moi, on peut parler football un peu aussi, hein, pas forcément de politique, mais j'aimerais vous rappeler qu'en
l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010, ça paraît un peu loin, tout ça. Mais c'est pour vous faire une comparaison avec cette équipe de football espagnole qui a gagné en Afrique du Sud. Cette équipe, elle avait une ossature du Barça. Il y avait des joueurs catalans comme Xavi, comme Busquets, comme Piqué. Iniesta du Barça, mais qui est Castillon. Et en fait, ce qu'a démontré cette Coupe du Monde, à mes yeux, c'est que l'Espagne, pour gagner, elle a besoin de la Catalogne. Et aujourd'hui, dans le débat politique qui est très polarisé, je pense qu'il faudrait revenir à l'image de cette équipe de football de 2010 et se dire que l'Espagne, sans la Catalogne, ne peut pas gagner non plus. On pourrait faire des comparaisons en France, probablement, mais différentes. Denis McShane, vous étiez au gouvernement dans les années de Tony Blair, du New Labour, des travaillistes, au moment où justement il y a une forte politique de ce qu'on appelle la devolution au Royaume-Uni, c'est-à-dire une décentralisation, si je peux dire, le fait de donner... Alors, vous allez nous expliquer justement, mais de quoi s'agissait-il? Est-ce que la richesse, le pouvoir, la décision sont en Grande-Bretagne aussi centralisés qu'en France ou pas? C'est-à-dire, comment sont répartis les pouvoirs? C'était énormément décentralisé sur une seule condition, que toutes les décisions ont été prises par Tony Blair. Mais après ça, la décentralisation est tout à fait acceptable. Il ne faut pas confondre la décision d'avoir un parlement en Écosse et donner quelques pouvoirs importants en Écosse, mais pas vraiment de changer le taux d'imposition. Donc l'Écosse ne peut pas inventer son propre source de revenus. Et aussi, on a des services très très importants comme le BBC et comme notre National Health Service, système de santé national. Et l'idée que en France, on disait à l'époque, monsieur le ministre de l'Éducation peut regarder sa montre en disant 15h45 vendredi, tout le monde va tourner à page 122 dans le livre de l'histoire, étudié au latin ou quoi. Mais c'est un peu la même chose chez nous. Les gens, toute la population demande exactement le même accès et le même système de traitement. Par rapport à la Suisse, et moi j'ai passé 15 ans de ma vie en Suisse, pas comme toi, où chaque canton peut avoir des systèmes relativement différents. Globalement, la Suisse a une seule règle, ce que n'est pas interdit est obligatoire. Donc, d'une certaine façon, c'est le pays le plus dirigé dans le monde, mais c'est le peuple lui-même qui se dirige. Par contre, nous, l'ère de Blair, économiquement parlant, je vais terminer pour ça, reste toujours dans cette longue période de la déréglementation, le libéralisme et l'idée que l'État est là que pour peut-être naviguer, tenir le bar, mais pas vraiment pour ramer et changer des choses. Maintenant, je crois, ça, c'est en train de changer. C'est très curieux. Première chose, décision que Boris Johnson a prise, lui, c'est un fils de Madame Thatcher, ami de tous les privatisateurs et déréglementeurs style ultra-libéral américain, mais il y avait une ligne aérienne basée dans les provinces qui fait la liaison avec Londres, privée, et il est en train de faire faillite la semaine dernière, et tout de suite, Johnson est arrivé avec une énorme subvention étatique, probablement contre les règles européennes. Et là, il faut aussi questionner si peut-être, en formant le marché unique, je ne dis pas qu'on est allé trop loin, mais quand même, je me souviens François Mitterrand dans le débat avec Philippe Séguin pour le traité de Maastricht, le débat final, et là, il a dit une chose importante, mais Monsieur Séguin, l'Europe est là pour nous protéger. Et il y a énormément de gens, 7 siècles, qui ne sont pas cette Europe protectrice, sauf si c'est pour protéger les banques et les riches et les gens de Davos. Je ne fais pas un petit hymne gauchiste, mais il y a des vrais
problèmes. Par exemple, un article important il y a une semaine, c'est que chez nous, ces derniers 10 ans, il y a 4 millions des adultes qui ne suivent pas un apprentissage, une préparation, formation, pas intellectuelle, pas universitaire. C'est absolument extraordinaire. Et si vous regardez la Suisse et même l'Allemagne, le système d'apprentissage est beaucoup plus enraciné et tout le monde est obligé, si vous n'allez pas à l'université, vous devez être formé correctement sur 3-4 ans. Et ça donne un début à la vie et un sens que la société a un respect pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être un énarque ou à Sciences Po, ou Oxford, ou Cambridge et le reste. Et je pense à l'Europe, il faut commencer à demander un peu plus d'intervention, que chaque citoyen a un sens presque à partir de sa vie ou après l'école, que la société, le pays, la nation s'intéresse à son avenir, considère que chaque citoyen mérite une formation, mérite un job, mérite un salaire décent, pas simplement un SMIC. Donc un retour de l'État, vous voulez dire? L'État est, mais peut-être un État décentralisé, parce qu'une fois que vous tâchez de faire ça pour tous les 65 millions des Français ou des Britanniques, c'est assez difficile. Donc, mais ça à l'échelle régionale, et il faut aussi réinventer le syndicalisme. Parce que chez nous, il y a un travailleur sur 10 dans le secteur privé qui cotise à un syndicat, qui est syndiqué. 90%, 9 sur 10 ne sont pas dans les syndicats. Donc, ils n'ont pas de représentants vis-à-vis le capitalisme. On a pas mal de travailleurs dans le secteur public qui sont payés par l'État, qui sont syndiqués, mais eux, beaucoup de respect pour eux, mais leur lutte revendicative ne sont pas les mêmes de ceux qui sont faits face à les déteneurs de capitaux. Et on a perdu, à mon avis, chez nous, je pense aussi en France et ailleurs en Europe, ces corps intermédiaires qui étaient les syndicats. Je sais, il y a pas mal de perturbations en France. Et c'est qui le type avec le Zapatero moustache, M. Martinez. Mais si M. Martinez avait 5 millions de travailleurs qui payent chaque mois leur dîme à son syndicat pour être indépendant, je crois que M. Martinez avoir beaucoup plus de force en France, mais aussi un plus grand sens de responsabilité. Éric Maurice, est-ce que le marché intérieur, le marché unique européen, et le rejet qu'il a pu provoquer, et on l'a vu aux élections un peu partout, avec la poussée des formations politiques anti-européennes, justement, a négligé le local? Il y a un besoin de relocaliser les politiques, la richesse, la décision? Est-ce que la raison du succès du take-back control de ceux qui voulaient le Brexit ne vient pas justement de ça, de demander à reprendre le contrôle de son destin? J'aurais tendance à dire que dans ce cas-là, par rapport à votre question, le marché unique serait plutôt le bouc émissaire, et non pas le responsable de ce qu'on voit, parce que c'est plus un sentiment de vulnérabilité face à l'ensemble des échanges économiques aujourd'hui, et qui sont organisés dans l'Union européenne, dans le marché unique. Les délocalisations ne sont pas dues au marché unique, elles sont dues à la compétition globale qu'on voit depuis une vingtaine ou presque 30 ans maintenant. Ce qui a peut-être eu une incidence dans le fonctionnement du marché unique, c'est ce qu'on avait eu en 2005 en France, le fameux plombier polonais, c'est-à-dire la question des travailleurs détachés, c'est-à-dire des travailleurs d'un pays de l'Union européenne qui vont travailler de manière provisoire, plus ou moins longue,
dans un autre pays membre. Et là, il y a une sorte de dumping social interne. Donc c'est peut-être un des exemples les plus frappants du fonctionnement du marché unique, mais le marché unique en tant que tel n'est pas responsable de l'ensemble des problèmes économiques et sociaux qu'on voit et qui ne sont pas inhérents et uniquement dans l'Union européenne. Ce qu'on peut observer, c'est peut-être un manque d'information, un manque d'explication aussi de comment fonctionne justement ce marché unique et cette Union européenne en termes de quelles sont les contraintes, quelles sont les raisons pour lesquelles les politiques sont suivies, quels sont les modes de décision. Quand on entend souvent dire que Bruxelles a décidé, on oublie toujours que Bruxelles, ce sont simplement les ministres des gouvernements nationaux qui se mettent d'accord entre eux et les députés européens qui sont élus au suffrage universel direct. Qui sont aussi co-décisionnaires. Ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment peut-être d'être laissé de côté et d'avoir un manque de maîtrise des événements. Et évidemment, le premier à qui on s'adresse, c'est son gouvernement, ses dirigeants à soi. Et puisque leur pouvoir aujourd'hui n'est plus aussi clair, aussi direct qu'il pouvait l'être il y a 30 ans, 50 ans, le bouc émissaire est non pas le fonctionnement seulement au niveau national, mais il est au niveau européen parce qu'il est lié aujourd'hui au niveau national, mais en plus il n'est pas compris, il n'est pas connu, il est mal compris. Donc je crois que c'est plutôt là-dedans qu'il faut chercher les ressorts des élections telles qu'on les voit, plutôt que dans le fonctionnement lui-même du marché unique. Est-ce que les pays de Scandinave, par exemple, qui s'en sont plutôt bien tirés dans cette décennie de crise, ont une approche plus souple de ces questions de répartition des pouvoirs ? Alors, ce qu'on voit dans les pays du Nord, c'est aussi la même poussée des partis d'extrême droite. Sur la question des migrations. Voilà, des partis populistes, mais parce qu'il y a aussi, par exemple, la Finlande, qui a été, notamment avec Nokia, avec certaines startups, a été un des pays membres les plus dynamiques dans les années 90-2000, a connu aussi une crise économique, a été un de ceux dont la reprise économique a été la plus tardive au sein de l'Union européenne. Donc encore là, c'est pas simplement une question d'organisation des pouvoirs, mais une question de réactivité du tissu économique et politique face aux événements mondiaux. La Suède, que je connais moins, est peut-être un cas différent. Ils n'ont pas eu cette crise économique qu'a connue la Finlande, le Danemark pareil. Mais là, c'est plutôt des sociétés qui étaient très communautaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec un sens de communauté, de tissu social très fort qui s'incarnait dans une sorte de social-démocratie et qui, avec évidemment l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi la mondialisation, l'immigration, a perdu ses repères en tant que société et en tant que tissu social, et donc ça se traduit aussi par cette non pas déliquescence, mais en tout cas cette remise en cause des grands partis et cette montée des partis populistes. Antonio, est-ce qu'on pourrait revenir sur les prérogatives de certaines provinces, justement, en Espagne? Très concrètement, tu nous as parlé des ponctions fiscales que le Pays basque peut faire de manière autonome et reverser ensuite à l'État central. C'est le vrai de toutes les régions espagnoles ou uniquement de certains statuts comme Oui, c'est un statut particulier au Pays basque et à la Navarre, c'est deux communautés autonomes différentes. Et pour expliquer un peu le fonctionnement de l'Espagne, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. À mon arrivée en France, il y a 15-20 ans, j'étais allé couvrir une manifestation. Alors vous allez me dire pourquoi remonter aussi loin, parce qu'en France, il y a quand même des manifestations beaucoup plus souvent que ça. Parce que pour moi, ça avait été un peu un choc culturel. C'était des enseignants, c'était des dizaines de milliers d'enseignants qui manifestaient dans les rues à Paris. Et j'étais arrivé sur le lieu de la manifestation et j'avais vu qu'ils défilaient tous avec les drapeaux de leurs différentes régions. Donc évidemment, comme à toute manifestation qui se respecte, il y avait un drapeau breton, mais il y avait d'autres drapeaux, les Alsaciens ou d'autres que je ne connaissais pas du tout, comme celui du Languedoc, etc. Mais ce qui était particulier et surprenant pour moi, c'est que le slogan de la manifestation, c'était « la même éducation pour tous ». Et en Espagne, c'est complètement impossible d'imaginer aujourd'hui une manifestation à Madrid avec des drapeaux catalans, galiciens, basques et des dizaines de milliers de personnes qui marchent dans la capitale en disant « nous voulons la même éducation pour tous ». Même l'extrême droite de Vox, dans ses délires
nostalgie du franquisme, dans ces crises de nostalgie les plus aiguës du franquisme, ne peut plus imaginer, ne peut même plus rêver d'une Espagne qui aurait cette éducation que le franquisme a imposée pendant 40 ans et qui finalement n'a pas donné les résultats attendus. Donc l'Espagne, effectivement, selon les régions, l'autonomie est plus forte ou pas. Il y a les régions historiques, je les ai citées, le Pays Basque, la Catalogne, la Galice, la Navarre peut être considérée aussi comme une région qui a un statut particulier. C'est des régions qui utilisent ce que la Constitution de 78 leur donne comme possibilité de développer en complémentarité avec l'État central. Évidemment, être responsable de l'éducation, comme en Suisse, où, juste au passage, il n'y a que 15% des élèves qui ont leur bac en Suisse. Le reste part dans d'autres filières, notamment l'apprentissage, effectivement. Donc, être responsable de l'éducation, ça signifie aussi avoir des budgets. Avoir la santé publique en Galice, ce n'est pas forcément un cadeau pour le ministre galicien de la Santé que de s'occuper des hôpitaux, alors que la région n'a pas la richesse de la Catalogne ni du Pays Basque. Et donc, il y a un fonds de péréquation qui compense ça? Non, il y a un fonds de péréquation qui compense partiellement, et c'est ce qui pose problème d'ailleurs à la Catalogne, c'est qu'une partie des revenus fiscaux de la Catalogne, effectivement, vont dans les régions qui n'ont pas les mêmes revenus, comme principalement l'Andalousie, parce que l'Andalousie, pour le coup, là, c'est le bouc émissaire des nationalistes catalans, dans la plupart à chaque fois qu'ils réclament des prérogatives fiscales, ils disent qu'ils donnent beaucoup trop à l'Andalousie. Et effectivement, cette solidarité nationale, elle est difficile à maintenir, notamment en période de crise. En période de crise, c'est très difficile d'avoir une région qui s'en sort, qui va donner de l'argent à l'Andalousie ou à l'Extrémadure, qui sont des régions qui ne s'en sortent pas. Et donc, c'est pour ça que je vais revenir sur l'Espagne se vide, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici. Ici, on était dans les gilets jaunes. Alors, je ne sais pas s'il y a peu de gilets jaunes en Espagne. C'est peut-être parce qu'on a moins investi dans les ronds-points, mais on a eu ces manifestations. Alors, on a beaucoup voté, par contre. Au mois de mai, on a eu une élection nationale. Ce n'était pas la définitive, mais c'en était une. Et juste avant, on a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées des régions qui se sentent oubliées. Il y a 30% de la population... 90% de la population espagnole qui vit dans 30% de la géographie espagnole. C'est très concentré. Et si vous regardez les films espagnols, vous allez constater, même chez Almodovar, que la ruralité est toujours traitée d'une manière péjorative. C'est jamais positif. Je dis ça parce que Almodovar a tourné un film qui s'appelait La mauvaise éducation, c'était il y a une quinzaine d'années, je crois, et l'image qu'il donne de la Galice est c'est plein de clichés de citadins madrilènes sur notre région. Mais le problème de cette Espagne qui se vide, c'est un problème qui remonte en tout cas aux années 60. Les années 60, c'est quand mes parents ont immigré. Le village de mon père, toute la génération du village de mon père est partie à Paris. Lui, il a fait exception. Et les villages se sont vidés. Alors, ceux qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, avec le renouvellement du chemin de Saint-Jacques, on a des phénomènes extraordinaires de petits villages qui étaient pratiquement morts et qui ont ressuscité grâce à tous ceux qui vont à Saint-Jacques à pied. Mais je voulais vous citer, justement, pour parler de cette question-là, ce livre qui existe en français, qui s'appelle La pluie jaune, qui date de la fin des années 80. C'est écrit par Julio Llamazares, un écrivain qui, à tort, a été traité de régionaliste à l'époque, qui vient de Léon, mais qui raconte la mort d'un village dans les Pyrénées. Donc les Pyrénées, on revient à l'Espagne qui se vide, à Teruel, à l'Aragon, où en Espagne, on trouve des villages qui sont complètement abandonnés. Et on a eu plein d'initiatives. Il y a des villages qui ont été vendus. Il y a des villages qui ont fait venir des émigrés pour les repeupler, avec la carte de séjour qui était accordée aux gens qui étaient disposés à habiter dans ces villages-là. Et récemment, là, en préparant cette conférence, je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup surprise dans la région de mon père, donc une région montagneuse de Galice qui se trouve à quelques kilomètres seulement du Portugal.
Le village d'à côté a reçu un prix pour justement son développement. Et ça, je trouve ça assez significatif que ces villages, ils ne sont pas forcément tous morts, qu'il y a des raisons d'espérer encore. Alors ce prix, c'est évidemment pour le tourisme rural. Ce village a développé le tourisme rural. C'est aussi pour des produits comme le miel, avec l'appellation d'origine de cette région-là. Et c'est là où ce que je trouve intéressant avec l'Europe bouc émissaire, l'Europe qui signe, parce que c'est la prérogative, là pour le coup, de la Commission européenne, des accords de libre-échange avec le Mercosur et le Brésil de Bolsonaro. Ici, ce que je vois, c'est une réaction locale. C'est-à-dire qu'on ne passe plus forcément par l'État central pour se défendre, mais on crée les circuits courts. Ici, quand on va dans un magasin breton, on va retrouver Maubrez sur plein de produits bretons. En Galice, le phénomène s'est amplifié au cours des 2-3 dernières années. Quand je vais dans mon supermarché, dans mon port de pêche sur la côte de la Mort, aujourd'hui, ce sont carrément il y a des étiquettes dans les rayons qui vous attirent directement vers les produits galiciens. Donc il y a une réaction que je vois au niveau local, pas forcément au niveau national, mais qui est en train de se faire et qui est en train finalement Alors, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Là. Avant de passer aux questions, je voulais voir le regard britannique sur ce que vient de dire Antonio, mais aussi sur la décentralisation française, parce que c'est un thème récurrent en France depuis De Gaulle. J'étais curieux de voir avec un œil britannique ce que tu en pensais. Oui. Le gouvernement travailliste, il a octroyé un parlement à l'Écosse, qui était un grand acte de décentralisation, mais qui a encouragé le nationalisme écossais, avec la menace maintenant on ne sait pas, les élections l'année prochaine, si Mme Sturgeon et les partis nationalistes écossais gagnent une large majorité, la question d'un deuxième référendum sur la séparation ou l'indépendance de l'Écosse ne peut pas être repoussée. Pour le moment, M. Johnson s'est dit non, 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 mais si aux urnes, dans mai 21, il y a une large majorité, ce serait difficile de le repousser. Et en même temps, l'Irlande du Nord est séparée par l'accord de retrait de l'Union européenne du point de vue des douanes de le Grande-Bretagne, l'Angleterre, Pays de Galles. Donc on discute ouvertement l'idée que Sa Majesté, peut-être c'est le dernier monarque à être monarque de 4 nations dans le Royaume-Uni. Donc c'est problématique. Mais je voulais simplement citer le fait que... Brièvement pour qu'on puisse passer aux questions. Monsieur Blair a proposé, il y avait une demande politique de le nord-est d'Angleterre pour une dévolution du gouvernement régional, un nord-est, un land, un parlement. Donc il y a eu un référendum en 2004, je crois, oui, et absolument rejeté par la population. Donc la demande des hommes politiques, des intellos, des universitaires pour un gouvernement régional, un parlement, une assemblée régionale, aucun intérêt chez monsieur, madame Dupont, monsieur, madame Smith quand ils vont aux urnes. Donc il ne faut pas confondre les schémas dressés par nous, les hommes politiques engagés, avec un vrai intérêt chez les électeurs. Merci à vous. Je vous propose de continuer le débat avec les questions du public. Il y a des hôtesses avec des micros. N'hésitez pas, vous levez la main et on donnera la parole à nos invités. Je vais profiter pendant qu'on cherche le micro. Pour dire qu'en Allemagne, c'est un effet inverse curieux sur les questions d'éducation, puisque justement la grande autonomie des Länder en matière d'éducation fait qu'il y a un débat en Allemagne actuellement sur le manque d'homogénéité du système éducatif pour les gens qui sont amenés à bouger au sein de l'Allemagne. Donc,
Aucun système ne paraît ni stabilisé totalement, ni idéal. Est-ce qu'il y a une question? On a un vrai problème avec le prince Harry et sa femme, Meghan, comme vous savez. Un vrai problème avec le prince Andrew et ses rapports avec M. Weinstein, Epstein à New York et les femmes procurées. Donc je crois que peut-être on peut régionaliser l'Angleterre, dans chaque région son propre prince. Là, nous sommes tous très royalistes. Peut-être si le prince Harry... Donc la famille royale est encore une ressource. Non, il commence à se peupler, oui. Une question ici, s'il vous plaît. La première. Oui, juste, dans quelle mesure l'Europe, pour, je dirais, réduire les fractures territoriales, doit-elle continuer d'aider des pays qui ont des régimes semi-démocratiques ou illibéraux, tels que la Pologne, la Hongrie, etc. Moi, je me pose franchement une question. Je suis pour la solidarité européenne entre tous les Européens, à une condition, c'est que tout le monde respecte de la même manière les valeurs de la démocratie libérale. Merci pour votre question. Eric, peut-être? C'est une très bonne question parce qu'elle est, évidemment effectivement sur la table. En ce moment, dans les mois qui viennent, les chefs d'État et de gouvernement européens vont se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le prochain budget de l'Union européenne pour 2021-2027, avec notamment le budget pour la politique de cohésion. Et ce qu'on appelle la conditionnalité est un des éléments du débat. La conditionnalité, ce serait de renforcer, comme son nom l'indique, les conditions sous lesquelles l'argent européen est transféré vers les États membres pour cette politique régionale, cette politique de réduction des inégalités entre les régions européennes. Alors, c'est évidemment très juste de se dire que ces États qui ne respectent pas les valeurs sont bien contents de profiter de l'argent européen. Leur argument qui s'entend, qui a une base assez solide, c'est de dire que, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais pour 1 euro de cohésion versé dans ces pays-là, il y a, je ne sais plus, 4 ou 7 euros qui reviennent dans les autres pays parce que ça nourrit, par exemple, je dis des noms au hasard, mais Bouygues ou Vinci va aller construire aussi des choses dans ces pays-là. Et il ne faut pas oublier non plus que cet objectif de réduire les inégalités, ou en tout cas de favoriser le développement des régions européennes, notamment dans cette partie de l'Europe qui est partie de très loin, en 1989 d'abord, en 2004 au moment où elle a adhéré, si on ne permet pas cette convergence économique, industrielle et sociale, ça se ressentira dans ce qu'on a vu, par exemple, avec les travailleurs détachés, avec la libre circulation des personnes. Et si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage de vouloir serrer et vouloir absolument couper le financement d'États membres de l'Union européenne, ça remettrait en cause beaucoup d'éléments fondateurs de l'ensemble de la construction européenne. Donc la question, l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre entre cette conditionnalité, ce retour au respect des valeurs d'États. Vous avez cité la Pologne et la Hongrie qui sont effectivement les deux plus concernés par ces questions-là. Il y a des outils, il y a ce qu'on appelle l'article 7, c'est-à-dire une procédure lancée par la Commission ou le Parlement qui suit son cours au Conseil des ministres. Il y a aussi la Cour de justice qui agit beaucoup. Hier ou avant-hier, la Commission européenne a encore saisi la Cour de justice européenne pour intervenir sur la réforme judiciaire actuellement en Pologne. Et il y a déjà eu des reculs. Donc il y a une action difficile certes, mais qui est en cours. Il y a des éléments pour que l'Union européenne essaie de contrecarrer ces atteintes à l'état de droit, mais d'une certaine manière, l'intérêt général des 27 est de ne pas complètement couper ces pays-là, et surtout leur société civile, leur population, de cet ensemble commun qu'est l'Union européenne. Donc, pour résumer, la question est là, mais il faut trouver les moyens
efficaces pour que ça puisse être mis en œuvre. Une dernière question qui nous vient de SMS. La Corse peut-elle se définir comme une fracture territoriale? Est-ce que l'un de vous trois peut répondre? Oui. Alors, fracture territoriale, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Je pense que c'est à la France de trouver le système pour que chaque région, avec des particularités, se sente bien dans la nation française. Et je voulais juste vous raconter faire un peu d'histoire avec la Suisse et l'Espagne. La Suisse est envahie par les troupes napoléoniennes comme l'Espagne. Et ce qui est curieux, c'est que Napoléon va inspirer le modèle fédéral suisse. Hein. Par contre, en Espagne, c'est une catastrophe totale. Il met son frère, là, José Bonaparte, surnommé Pepe Botella, parce qu'apparemment, il noyait dans l'alcool ces longues nuits à Madrid, son désespoir à Madrid. Et l'Espagne ne va pas évoluer du tout, et la solution ne va pas évoluer du tout vers le fédéralisme à ce moment-là. Et aujourd'hui, alors, ayant grandi en Suisse, pays fédéral, moi, je vois toujours la solution fédérale pour l'Espagne. Le problème, c'est que c'est un gros mot. Là, j'ai les 15% des électeurs de Vox qui viennent de sursauter à distance. Mais il faut trouver un système, une réforme de cette Constitution de 78 qui permettent à chaque région de se sentir à l'aise dans un État qui s'appellerait l'Espagne. Certains proposent même d'englober le Portugal. On ne va pas faire de l'impérialisme, mais il y a ce besoin de réformer cette Constitution. Alors on nous dit la Constitution c'est très dur, elle est intangible, on a eu beaucoup de soucis pour la négocier, etc., pour arriver à un accord en 78. Bon, en 2011, je vais un peu forcer le trait, mais elle a été revue et corrigée en une nuit pratiquement pour y inclure la règle d'or après un appel téléphonique d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy à Zapatero à l'époque. Donc on peut le faire, simplement il faut mettre les gens autour de la table et arrêter de jeter de l'huile sur le feu comme on le fait depuis maintenant 15 ans en Espagne. Et là, pour le coup, je voulais réagir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, avec le Parlement écossais qui a suscité l'indépendance. Moi, je ne pense pas que ce soit les autonomies ou l'autonomie de la Catalogne qui ait suscité l'indépendance. Ça a pu contribuer, mais je pense surtout que ça a été la campagne anti-catalane qui a été lancée à partir de 2004 par les conservateurs espagnols, le Parti populaire, qui a d'ailleurs pratiquement disparu de la carte politique catalane. Et tout ça, c'est de l'huile sur le feu à des fins électoralistes. Je pense que Cameron est largement responsable aussi de ce qui se passe en Écosse. Et quand on fait de l'électoralisme avec des sujets aussi sensibles que l'identité des gens, eh ben on joue avec le feu. Et je trouve qu'on a beaucoup, depuis maintenant une vingtaine d'années, en Europe, dans certains pays européens, on a beaucoup joué avec le feu. Merci à vous trois. Merci à vous quatre.